Un message, celui écrit du président de la République adressé à son homologue tunisien. Il a été remis aujourd'hui par le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement. Une évaluation, celle de la semaine nationale de vaccination, la 6e qui vient de s'achever, qui a été d'ailleurs prolongée de 3 jours, bilan positif selon les responsables. Et puis un lancement, celui du projet PICMIN, autrement dit l'autonomisation des jeunes, un projet donc lancé aujourd'hui, cérémonie supervisée par le secrétaire général du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Voilà pour les principaux titres de votre journal et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce vendredi 22 mai 2022 que nous commençons par ce décret présidentiel nommant les présidents et les membres du conseil d'administration, plutôt les membres du haut conseil de la Fatwa et des recours gracieux. Président Isselmou Sid el-Moustapha, les membres Brahim Mohamed Lemine, Abdelrahman Ahmed El-Khadim, Abdallahi Oul-Salek, Murtada El-Haj Diakhité, Boutar Mohamed Ahmed El-Haj, Allal Oul-Baba, Mohamed Mahmoud Cheikh Abdelrahman et Mohamed El-Habib Saou. Voilà donc pour ce décret rendu public aujourd'hui. Une page diplomatique à présent avec ce message écrit du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, message adressé à son homologue tunisien. On doit voir les images. Voilà, ça c'est nous sommes à Tunis, au palais Carthage donc, message remis au président tunisien par le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement. C'était lors d'une audience que lui a accordé le chef de l'État tunisien. Aujourd'hui, audience en présence du ministre tunisien de la Culture, de notre ambassadeur à Tunis et du conseiller diplomatique du président tunisien. Message relatif au renforcement des relations de coopération liant les deux pays frères. Ça, c'était toujours cette audience accordée à notre ministre de la Culture par le président tunisien. L'occasion pour lui de remettre un message écrit du président de la République. Et à l'issue de l'audience, le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement a mis en exergue justement l'importance des relations bilatérales entre la Mauritanie et la Tunisie. C'était dans une déclaration faite en arabe à l'issue de l'audience. Déclaration, donc voici la traduction avec Mohamed Khattat. Je viens à l'instant de sortir d'une audience que m'a accordé le président de la République tunisienne sœur, M. Kais Saïd, auquel j'ai remis un message écrit du président de la République islamique de Mauritanie, M. Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani. L'entretien a porté sur les relations bilatérales entre la Mauritanie et la Tunisie sœur, que les deux dirigeants des deux pays œuvrent à renforcer et à développer dans tous les domaines pour les élever au plus haut niveau et ouvrir des horizons plus larges. Voilà donc pour la déclaration faite aujourd'hui par le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement à l'issue de l'audience que lui a accordé le président tunisien. L'occasion pour lui, vous venez de l'entendre, de lui remettre un message écrit du président de la République. Voilà pour cette page diplomatique. L'actualité chez nous en politique intérieure a commencé par l'actualité parlementaire, avec cette réunion aujourd'hui de la Commission de la Justice, de l'Intérieur et de la Défense de cette même Assemblée. Une réunion qui a permis d'examiner le projet de loi instituant le régime spécial des sûretés immobilières conventionnelles. Et c'était l'occasion pour le ministre de la Justice justement de faire un exposé sur donc, les objectifs du projet et son apport attendu au plan de l'amélioration du climat des affaires en Mauritanie. Voilà pour l'actualité parlementaire, la page médicale de ce journal consacrée à l'évaluation de la Semaine nationale de vaccination, mais aussi à une opération, une première ici à Nouakchott, une opération bien sûr chirurgicale. Eh bien, la Semaine nationale de vaccination, la 6e du genre, devait en principe s'achever
hier, jeudi, mais elle a été prolongée de 3 jours supplémentaires, une décision prise donc annoncée au cours d'une conférence de presse commune animée par le ministre de l'Intérieur, de la décentralisation, son collègue de la santé, leur collègue de l'éducation nationale, de la réforme du système éducatif, ainsi que des coordinateurs régionaux et des walis de Nouakchott. C'était donc une conférence de presse également à laquelle ont participé à distance l'ensemble des walis. Et en tout cas, ce qui en ressort, c'est que le bilan de la semaine écoulée, cette semaine nationale de vaccination qui a été donc prolongée, le bilan est positif. Si la cible qui était visée a été dépassée, 107%. Compte rendu Bokar Baïleba. La semaine nationale de vaccination contre le Covid-19 a été prolongée de 3 jours. C'est ce qui ressort de cette conférence de presse à laquelle les walis ont participé par visioconférence. Ainsi, le même dispositif a été reconduit et un appel a été lancé pour la poursuite des efforts afin de vacciner le plus grand nombre de citoyens et de résidents. Dans son allocution, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, a expliqué que toutes les équipes administratives, sanitaires et éducatives et autres acteurs ont déployé d'importants efforts, malgré les moyens limités disponibles et les conditions climatiques difficiles. Il a souhaité que ces efforts et cet engagement se poursuivent sans relâche pour assurer la vaccination de l'ensemble des citoyens et des résidents, rappelant que seule la prise des doses anti-Covid permet de prévenir la pandémie. À son tour, le ministre de la Santé, Mokhtar Ould Dahi, a expliqué qu'après une semaine de travail assidu, les résultats étaient le meilleur témoignage de l'effort consenti, précisant que si le nombre ciblé pour cette semaine est de plus de 530 000, le nombre de personnes vaccinées au cours de cette période a atteint 567 330, dont 274 926 ont pris la première dose et 219 182 ont complété les doses, ce qui signifie selon lui que 19,9% de la population ont reçu leur dose vaccinale. Ce succès remporté par la Semaine nationale de vaccination contre le Covid-19 est un effort collectif avec une grande contribution des partenaires au développement. J'ai tenu à remercier nos partenaires techniques et financiers, notamment la Banque mondiale qui a financé une grande partie de cette semaine de vaccination et qui a accepté aussi très rapidement hier soir, de financer une grande partie aussi de prorogation de cette semaine de vaccination. Mais mes remerciements vont aussi à l'Organisation mondiale de la santé, à l'UNICEF pour leur appui logistique et financier. En somme, les pouvoirs publics veillent à ce que le plus grand nombre possible de citoyens puissent recevoir les doses initiales ou de rappel dans les meilleures conditions. Et ça, c'était donc cette conférence de presse d'évaluation de cette semaine nationale de vaccination qui devait s'achever en principe hier et qui a été prolongée de 3 jours, dont le résultat est de 107% par rapport à la cible fixée qui était, je vous le rappelle, de plus de 531 personnes à vacciner, alors qu'on a vacciné donc 107% plus que la cible qui était donc ciblée par cette semaine et certainement avec la prolongation. Donc les chiffres vont encore augmenter. Alors c'est un succès, c'est un résultat, vous venez de l'entendre dans l'élément, c'était le résultat d'un effort donc collectif des uns et des autres, tant à Nouakchott qu'à l'intérieur du pays. L'intérieur du pays, où nous allons nous rendre pour une tournée donc dans 3 wilayas, à savoir le Hod, le Charqi, la Saba et le Gorgol. Alors comment cette semaine s'est déroulée là-bas? Qu'est-ce qu'elle a donné? Éléments de réponse que nous ont été fournis par nos bureaux régionaux dans les 3 capitales régionales, Nima, Kifa et Kaïdi, des informations en français, condensées en français par Abdoulaye Demeba. À Néma, les résidents continuent de se rendre au sein des centres de vaccination. La satisfaction est de mise du côté des autorités sanitaires au vu des résultats enregistrés dans le cadre de cette campagne de vaccination contre le coronavirus. Le chef du département, au niveau de la direction régionale de l'action sanitaire, Hod Charqi, a précisé qu'ils ont pu atteindre 142% de la population cible
dans le cadre de cette opération, dépassant ainsi plus de 100% des attentes. Il a en outre indiqué que des équipes ont été dépêchées au sein des centres de santé, éparpillés un peu partout à l'échelle régionale et au niveau de la Mourata, dans l'optique de cette deuxième phase de la campagne de sensibilisation. Au niveau de la wilaya de Saba aussi, les autorités régionales ont fait état de leur satisfaction au vu des résultats qui ont été enregistrés dans le cadre de cette campagne de vaccination. Le wali de la wilaya de Saba a affirmé qu'ils ont pu presque atteindre l'objectif fixé pour cette opération qui est de vacciner 60 000 personnes. Il a aussi indiqué que toutes les parties prenantes sont engagées afin d'aller au-delà des objectifs qui ont été fixés pour ces régions. À Kéidi, les résidents continuent de se rendre au point de vaccination. C'est à la suite de la prolongation de cette campagne pour 3 jours. Au sein du lycée technique de Kéidi, les apprenants et le personnel enseignant ont pris part à cette campagne de vaccination. Le directeur du lycée technique de Kéidi a souligné que tout se passe bien au sein de cette école. Toutes les mesures, dit-il, ont été prises afin que toutes les composantes de ce lycée puissent prendre leur dose du vaccin. Il a enfin révélé que tous les apprenants et composantes de ce lycée ont été vaccinés. Pour ce pensionnaire du lycée de Kéidi, elle a indiqué que cette école leur a offert cette opportunité de se faire vacciner. Elle appelle tout un chacun à partir et prendre les doses du vaccin. Voilà donc pour cette semaine de vaccination qui devait s'achever hier et qui a été donc prolongée de 3 jours supplémentaires, et les résultats, en tout cas vous venez de l'entendre, est un résultat positif, 107% par rapport à la cible qui était fixée. Et les derniers volets de cette page médicale, eh bien, se déroulent à Nouakchott et précisément à l'hôpital militaire. L'hôpital militaire dont les équipes viennent de réussir une prouesse. Il s'agit d'une opération chirurgicale d'implantation cochléaire, une première dans le pays. Tout cela, c'était hier. On retrouve Bokar Baye là-bas. C'est une prouesse médicale réalisée par les chirurgiens mauritaniens de l'hôpital militaire de Nouakchott. Il s'agit de la première opération chirurgicale d'implantation cochléaire réalisée dans le service de chirurgie otorino-laryngologique. L'implantation cochléaire consiste à implanter un dispositif médical électronique qui aide les sourds et les malentendants à stimuler directement le nerf auditif. Ainsi, le directeur de l'hôpital militaire de Nouakchott, Dr Rafa Mohamed, se félicite de cette grande prouesse médicale réalisée dans une grande structure sanitaire de la Mauritanie. Il précise que cette chirurgie cible les enfants et les personnes âgées souffrant de la surdité. Dr Eleta Ahmed explique aussi la complexité de l'opération et permettra désormais aux patients mauritaniens de bénéficier de ce genre d'intervention chirurgicale dans les structures sanitaires nationales. L'audition reste bien un enjeu de santé publique et la protéger doit devenir une priorité pour les générations présentes et à venir. Voilà donc pour cette opération chirurgicale d'implantation cochléaire qui vient d'être entreprise au niveau de l'hôpital militaire ici à Nouakchott, ce qui constitue une bonne nouvelle pour les malentendants ou pour les sourds. Après le médical, donc, le médiatique avec ce colloque organisé par l'association, par l'Assemblée mauritanienne des journalistes professionnels. L'occasion pour elle d'annoncer donc le lancement de son rapport sur la liberté de la presse pour la période entre mai 2022 et mai 2023. De quoi s'agit-il? Compte rendu, Mohamed El-Khattat. C'est sous le slogan « La liberté de la presse et la déontologie professionnelle » que s'est ouvert hier à Nouakchott un atelier de lancement d'un rapport annuel entre mai 2022 et mai 2023 que se propose d'élaborer l'Association mauritanienne des journalistes professionnels. Prenant la parole à cette occasion, le président de la haute autorité de la presse et de l'audiovisuel, M. Hussein Ouelmedou, a souligné que le thème de cet atelier s'inscrit en parfaite adéquation avec le processus de réforme et les mesures tangibles décidées, dont la création d'un comité de réforme du secteur de la presse pour en surmonter les difficultés et inciter les journalistes à s'approprier toutes les étapes de cette réforme. Il est vrai que l'élaboration d'un rapport que l'Observatoire relevant de l'association entend publier et l'Institut de formation professionnelle qu'elle
Krayara sont les deux piliers de l'action de cette association mauritanienne des journalistes professionnels. C'est ce qu'a indiqué son président, M. Abdallah Seyid, qui a précisé que le centre de formation et de perfectionnement professionnel sera un appui aux médias pour une plus grande professionnalisation de leurs ressources humaines, tout comme l'Observatoire pour la liberté de la presse permettra de suivre de très près l'exercice de cette liberté de la presse pour la faire s'accommoder aux valeurs d'ouverture et de tolérance dans le respect des règles éthiques et déontologiques de la profession. L'autre thème de cet atelier était un vibrant hommage rendu à la journaliste palestinienne Shirin Abu Akleh, martyr de la presse abattue par l'armée d'occupation israélienne, donnant l'occasion au diplomate Zaki Qadir, chargé d'affaires à l'ambassade de Palestine à Nouakchott, de rappeler que le gouvernement mauritanien, et à sa tête le président de la République Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, a été l'un des premiers à dénoncer et condamner cet horrible acte, dépêchant le ministre de la Culture pour présenter ses condoléances au siège de l'ambassade de Palestine à Nouakchott. Il est à noter que l'Association mauritanienne des journalistes professionnels cherche à travers cet atelier à promouvoir la liberté de la presse et à apporter sa contribution à davantage professionnaliser la presse et mieux l'organiser. Voilà pour ce colloque donc organisé par l'Association mauritanienne des journalistes professionnels. C'était hier soir ici à Nouakchott. Voilà donc dans le domaine pédagogique, ce laboratoire pour l'enseignement des langues vivantes, donc ce laboratoire dont qui possède désormais le ministère des Affaires étrangères, de la coopération des Mauritaniens de l'extérieur. Il s'agit d'un don à ce ministère fait par l'ambassade du Royaume du Maroc. Compte rendu Bokar Baïleba. L'Académie diplomatique du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur se renforce. Ainsi, c'est un laboratoire d'enseignement des langues vivantes flambant neuf qui a été réceptionné. C'est un don de l'ambassade du Royaume du Maroc. Et c'est la secrétaire générale du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Mme Aliya Mintil Yahya Ould Menkous, en présence de l'ambassadeur du Royaume du Maroc, qui a réceptionné cet important dispositif d'enseignement des langues. Ce projet d'installation d'un laboratoire des langues qui a été installé grâce à la coopération marocaine. Nous remercions à travers lui, bien sûr, le gouvernement marocain. Comme vous savez, Madame la secrétaire générale vient de procéder donc à la réception de cette salle, de ce laboratoire des langues, ce noyau de laboratoire qui a été installé donc grâce à la coopération marocaine, et que nous estimons que c'est très important au niveau de l'Académie diplomatique qu'il entre dans le volet, dans les missions qui sont confiées à l'Académie. Parmi ces missions importantes, c'est le perfectionnement linguistique. Nous avons bien besoin que les fonctionnaires des affaires étrangères ici apprennent les langues, et c'est le meilleur moyen d'apprendre la langue, c'est de faire la conversation au quotidien, de suivre des cours pratiques dans les langues étrangères. Et je crois que nous sommes donc en pleine mission de l'Académie diplomatique. Nous sommes très contents de cette aide qui nous a été donc, cet appui qui nous a été apporté par la coopération marocaine. Et d'ailleurs, Madame la secrétaire générale aujourd'hui a profité de l'occasion pour parler avec Monsieur l'ambassadeur des perspectives de partenariat avec l'Académie diplomatique marocaine. Pour rappel, ce nouveau dispositif s'inscrit dans le cadre des exigences de base de l'Académie diplomatique, notamment dans le domaine de l'apprentissage des langues et de l'amélioration de l'expertise en la matière. L'Académie diplomatique donc au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur dispose désormais d'un laboratoire flambant neuf de l'enseignement des langues vivantes. Il s'agit d'un don donc du Maroc, ceci dans le cadre de la coopération entre la Mauritanie et le Royaume. Et la coopération unirait cette fois entre la Mauritanie et les États-Unis avec le lancement de ce projet Temkin, autrement dit l'autonomisation des jeunes pour mieux les outiller contre l'extrémisme violent. C'est un projet qui est financé par l'USAID et la cérémonie de lancement s'est déroulée aujourd'hui sous la supervision du secrétaire général du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement original. Compte rendu, Abdullah Demeba.
D'un montant global estimé à 7 millions de dollars, ce projet va être mis en œuvre au bout de 5 ans. Il compte venir en aide aux jeunes de 8 wilayas du pays. Financé par l'Agence des États-Unis d'Amérique pour le développement international, Tamkin travaillera avec 100 jeunes dans le cadre de la création de 13 centres communautaires. Le secrétaire général du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Beytullah Ahmed Leswad, a affirmé que ce projet compte intervenir au niveau des deux hôtes de la Saba, du Gudimaha, du Trarza, du Trizemout, de l'Adrar et au sein des 3 wilayas de la capitale. Il sera marqué par plusieurs activités dont des ateliers avec la participation des imams, des chefs des mahadras, des acteurs de la société civile, des jeunes entre autres. Le projet USA Tamkin est une initiative qui a été élaborée en vue d'ouvrir une ère nouvelle dans la vie des jeunes mauritaniens. Nous considérons en effet que les jeunes sont l'avenir du pays et constitue en ce sens une priorité parmi nos objectifs de coopération. Je salue les efforts consentis par le gouvernement mauritanien à travers la mise en place d'un nouveau système d'enregistrement des organisations de la société civile. Ceci favorise l'amélioration de la capacité de la société civile dans ses efforts et promeut une société plus inclusive et productive. Ce projet a été développé par les équipes de l'USAID du Sahel suite à une étude prospective réalisée en collaboration avec FHI 360. Des jeunes et experts mauritaniens qui ont été attentivement consultés au sujet des attentes et besoins des jeunes mauritaniens. Le projet l'USAID Tamkin vise à renforcer la résilience des jeunes et leur permettre de prendre en charge leur destin et résister ainsi aux tentations de l'extrémisme violent, d'où le nom Tamkin qui signifiait renforcer ou donner de pouvoir à la jeunesse. L'apport du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel dans la mise en œuvre de ce programme a été salué. Les rôles étaient clairement définis dans ce document qui nous aidera à atteindre les objectifs de Tamkin tout en dégageant les rôles et responsabilités de chaque intervenant. Et troisièmement, la collaboration avec les autres ministères et autres intervenants dans le cadre de la jeunesse est un atout que le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel nous offre au cours de cette journée le lancement officiel du projet Tamkin. Nous prenons à témoin la présence dans cette salle de toutes les couches et différents acteurs pouvant comprendre le message de Tamkin pour l'apporter plus loin aussi bien que dans leurs institutions qu'auprès de leurs bénéficiaires. Ce programme est mis en œuvre par Family Health International FHI 360 qui constitue une organisation de développement humain dont l'objectif est le développement durable à l'aide de solutions intégrées au niveau local. Ça, c'était donc le lancement de ce projet Tamkin, autrement dit l'autonomisation des jeunes pour mieux les outiller contre l'extrémisme violent. La page culturelle de ce journal est consacrée à la première édition du festival Tidinit. Le lancement de ce festival, c'était hier soir à Nouakchott, cérémonie présidée par le secrétaire général du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports. Précision avec notre spécialiste d'occasion, Mohamed Khattat. C'est par le son de ces cordes reliées par des lacets de cuir et la tonique de sa caisse ovale frappée avec le pouce pour bien marquer certains temps forts que la tidinite, instrument emblématique de notre musique traditionnelle authentique, perpétue encore son influence et sa filiation à notre patrimoine culturel ancestral. D'où cet attachement toujours renouvelé à sa caisse de résonance et à ses cordes à gratter du bout des ongles pour faire vibrer un public qui en redemande toujours plus, à telle enseigne que ce premier festival de la Tidinite s'imposait de lui-même pour témoigner de la reconnaissance à cet instrument peu sonore et attachant. Le secrétaire général du ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement a déclaré à l'ouverture de ce festival
de la Tidenite qu'elle est restée l'épée, les livres et le plat autour duquel se sont toujours réunis les Mauritaniens dans toute leur diversité, en temps de paix comme en temps de guerre. Et que cet instrument, par sa simplicité, représente un pan entier de notre histoire, de notre civilisation, d'un passé glorieux et d'un avenir prometteur. Pour sa part, le maire de la commune de Tevraghzena, où se tient ce premier festival de la Tidenite, a souhaité que le public venu nombreux apprécie à sa juste valeur l'événement qui relie son passé à son présent. Il est vrai que la Tidenite reste l'instrument premier de la musique populaire, comme l'ont indiqué plusieurs intervenants, soulignant que les anciennes générations se sont transmises l'apprentissage de cet instrument et sa pratique. Voilà, et puis pour terminer, eh bien, cet atelier est sur une plateforme multi-acteurs dans le domaine de l'agriculture. Atelier lancé aujourd'hui à Attar, la capitale de l'Adrar, et il est organisé par le projet d'appui régional à l'initiative de l'irrigation au Sahel. Compte rendu de notre correspondant permanent Hassan Debab, compte rendu revient en français par Abdoulaye Demeba. 2 jours durant, les participants à cet atelier comptent voir les voies et moyens afin de mettre en place une nouvelle plateforme multi-acteurs dotée des aptitudes nécessaires pour l'évolution du secteur agricole grâce à une gestion plus adaptée de la question de l'accès à l'eau. Le directeur de cabinet du Wali de l'Adrar a déclaré que cette plateforme avait été mise en place en 2018 dans le cadre de la concertation du projet régional d'appui à l'initiative d'irrigation au Sahel. Cette nouvelle plateforme, précise-t-il, va être dotée des outils nécessaires afin d'atteindre les résultats escomptés. L'adjoint au maire d'Attar a pour sa part apprécié ces rencontres mettant en avant le rôle important de cette plateforme afin d'améliorer la capacité des agriculteurs pour augmenter et développer les surfaces cultivables. Il a enfin rappelé les bonnes dispositions de la municipalité à accompagner cette initiative. C'est sur cet atelier donc qui se déroule à Attar que se termine ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, nous sommes à Tunis, précisément au palais de Carthage, où le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement a remis au président tunisien un message écrit du président de la République, message relatif au renforcement des relations de coopération entre les deux pays. Ici, c'est cette conférence de presse commune, donc animée par des ministres, mais aussi d'autres responsables, à propos justement de l'évaluation de la semaine nationale de vaccination, la 6e, qui devait s'achever en principe hier et qui a été prolongée de 3 jours supplémentaires. Et ici, c'est le lancement de ce projet Temkin, autrement dit l'autonomisation des jeunes pour les outiller contre l'extrémisme violent, un projet financé par l'USAID. Voilà, et puis je vous rappelle bien entendu, comme toujours, que la Covid-19 est toujours là et que justement la semaine de vaccination a été prolongée de 3 jours, l'occasion pour vous de vous faire vacciner si ce n'est pas déjà le cas. Et en tout cas, la vaccination et les mesures préventives, voilà l'arme la plus efficace pour se prémunir contre la Covid-19. Ce sont des gestes très simples qui ne demandent pas beaucoup d'efforts, sinon de la volonté de les réaliser. Et pourtant, ce sont des gestes qui permettent de sauver des vies. Votre santé est entre vos mains. Prenez soin de vous pour vous préserver et pour préserver les autres. Et si vous aimez vos proches, eh bien, pas d'approche et pas non plus de reproches. Et tous vaccinés, tous protégés. Et sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 22h. Bonsoir. خالق انترنت لابد تم تزيدها كل وقت، وخالق حلول ازين نت من المعتاد. اختر بدون